Bonjour, bienvenue dans le débrief. Ce mois de février, 2 sommets continentaux se sont tenus, l'un pour la seule Union africaine, les 6 et 7 du mois, et l'autre rassemblant les 81 États de l'Afrique et de l'Europe cette semaine. 2 sommets attendus et dont les résultats seront scrutés dans l'année qui vient pour l'Afrique, pour les prochaines années quant aux engagements pris par les Européens à l'égard des Africains. À Addis Abeba, un nombre de décisions ont été prises comme le renouvellement du Conseil paix et sécurité, les discussions au sujet des changements institutionnels au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, l'examen des questions sécuritaires, la crise sanitaire et les pistes pour en sortir, les problématiques économiques, énergétiques, migratoires, etc. Et à Bruxelles, le premier sommet réunissant les 2 continents depuis 2017 s'est achevé hier avec plusieurs engagements. Aujourd'hui, l'Afrique est au centre d'enjeux planétaires impliquant les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, et des moyennes, comme l'Europe, l'Israël, Japon, Inde. Les uns investissent pour s'implanter, d'autres s'investissent sans compter pour gagner en influence sur ce continent prometteur qu'est l'Afrique. Mais sous la présidence du chef de l'État sénégalais Macky Sall, le continent est bien plus exigeant car conscient de ses atouts, et cela s'est reflété dans les 2 demandes formulées aux pays du Nord, le financement de demandes principales, le financement des économies africaines ou celui des infrastructures, et l'appropriation des richesses minières pour leur transformation dans les pays d'extraction. Dans les relations entre l'Afrique et l'Europe, les perspectives et opportunités seront certainement là, mais les défis à relever restent considérables. Nous en parlerons avec nos invités. Abdelhak Bassou, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior fellow au Policy Center for the New South et vous êtes aussi expert connu et reconnu en questions de sécurité et de défense. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Marhaba. Khalid Chegraoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-doyen Sciences Po et Relations internationales à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales à l'université Mohamed VI Polytechnique et vous êtes aussi senior fellow au Policy Center for the New South. C'est bien ça? Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Marhaba, marhaba. Alors, donc, on commence directement par le premier axe qui est celui du sommet Union africaine. Je commence avec vous, Abdelhak Bassou. Donc, coup d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, d'autres pays fragilisés comme le Soudan. La question sécuritaire était dans les esprits, dans les discussions à Addis Abeba lors du dernier sommet. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qui a été pris comme décision ou qu'est-ce qui a été fait comme analyse de la situation? Je crois que pas grand-chose par rapport à tous les sommets de l'Union africaine. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons de tous les sommets, peut-être ce qu'il faudrait retenir. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que ces questions de sécurité sont visitées, sont regardées beaucoup plus du côté des symptômes que du véritable virus de ce qui se passe. Il y a des coups d'État, vous venez de le dire, il y a du terrorisme, il y a d'autres aspects de la violence ethnique, par exemple, socio-économique, comme ce qui se passe entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais à chaque fois, on a l'impression que l'Union africaine ne regarde que ce qui se passe en surface. Il y a conflit, il faut l'arrêter. Arrêter le conflit ne veut pas dire rassembler les gens et leur dire alors arrêtez, ne soyez plus là, n'utilisez plus la violence. Je ne crois pas que c'est la manière. Qu'est-ce qui cause tout cela? Et je crois que les causes résident dans des aspects autres que sécuritaires. Peut-être qu'on gagnerait en efficacité si l'on parlait de couple. De couple sécurité-gouvernance, parce qu'il y a des problèmes profonds qui causent des questions de sécurité, mais qui trouvent leur solution dans la gouvernance. On peut parler de sécurité-richesse, c'est-à-dire de cette redistribution des richesses en Afrique. Ils sont causes d'insécurité. Et donc, on doit parler sécurité-gouvernance, sécurité-richesse, sécurité-cohésion sociale. Mais nous ne pouvons pas regarder ces questions-là si on ne regarde pas les causes. Il y a des changements qui sont en train Finalement, on traite les effets, mais pas les causes, pas l'origine. Les effets, les symptômes, pas la maladie en elle-même, pas le virus. Quelqu'un touché du Covid, on peut lui donner de l'aspirine ou de Doliprane donc pour faire baisser la fièvre. Ce n'est pas pour autant qu'il sera guéri de la Covid. Donc il faut voir qu'est-ce qui cause les maladies de l'Afrique. Il y a aujourd'hui des changements dans l'opinion publique africaine. L'Africain d'aujourd'hui n'est pas l'Africain que des années 60, de la libération, de la décolonisation. C'est un autre Africain. C'est un Africain qui est connecté au monde. C'est un Africain qui aspire à plus de liberté, donc qui regarde un peu ce qui se passe devant lui et il ne peut pas réagir de la même façon que ses grands-parents ou que ses parents. Et donc si l'Afrique veut vraiment
trouver des solutions, il faut trouver des solutions dans les racines du mal et non pas dans les effets du mal. Sinon, ça risque de continuer. Ça risque de continuer. On en parle, les questions dont on a parlé à Addis Abeba, sécurité, migration, tout ça, on en parle, ça fait 60 ans. Donc finalement, il y a eu une phase de transition, une phase tampon qui a duré 15-20 ans, où il y avait une certaine stabilité, et puis maintenant qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, forcément, il va y avoir de nouvelles exigences. Il y a d'autres demandes qui n'ont pas été prises en compte. Et ça donne la situation actuelle. Très bien. Khalid Chegraoui, pour rester dans cette question sécuritaire, l'un des actes les plus importants était le renouvellement des membres du Conseil paix et sécurité. Alors, le nouveau mot d'ordre se décline en quatre grandes idées. Une bonne gouvernance, une diplomatie préventive, la paix et la sécurité. Ça veut dire quoi exactement, tout ça en termes moins savants? Et quelle est la fonction de ce Conseil dont on parle autant? Déjà, pour continuer sur ce qu'avait dit le professeur Bassou, en fait, c'est la même chose, c'est les mêmes agendas qu'on a toujours vécu avec l'UA et au fait qu'on avait vécu déjà avec la défunte organisation de l'unité africaine. Donc c'est toujours les mêmes agendas, les mêmes programmes et qu'on n'arrive pas encore ni à stabiliser, ni à vraiment régler, ni à mettre en place de véritables stratégies de règlement de ces problèmes ou des conflits ou autres. Alors, le CPS, c'est une institution, d'ailleurs c'est la plus importante institution au sein des commissions de l'Union africaine. Il y a une différence entre Conseil, paix et sécurité et commission pour la paix et la sécurité. Il y a une différence. Non, le Conseil, c'est un peu la structure qui prépare les études, qui prépare les résolutions, qui vise à surveiller, en fait, à suivre les questions de paix et de sécurité. Avec l'aide de la Commission, en fait, il prépare tous les documents nécessaires à la Commission pour qu'elle soit délivrée par la suite à la Commission de l'Union africaine qui va superviser l'ensemble. Et en fait, le Conseil, c'est une institution extrêmement importante et même primordiale parce qu'elle s'occupe de l'ensemble des questions politiques au sein de l'UA et principalement des questions de paix en termes de consolidation, de promotion, de préservation, d'établissement des structures, de l'architecture pour la mise en œuvre et même en termes de recherche scientifique et autres parce qu'il est en relation avec les autres institutions analogues dans ce cadre-là. Alors, ce Conseil, il a quand même une spécificité qui a été maintenue et déterminée lors de la mise en place de l'Union africaine en 2002, c'est qu'il doit y avoir une continuité à l'intérieur de l'institution. Et c'est de par ce fait-là qu'on a départagé, d'ailleurs c'est un conseil élu à chaque, c'est-à-dire à chaque réunion ordinaire de la conférence de l'Union africaine, mais avec une petite différence. 5 membres vont être élus pour 3 ans et le reste pour 2 ans, afin de maintenir une certaine continuité de la structure, avec une différence régionale. Alors, il y a des régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ils ont 3 représentants. L'Afrique du Nord, elle a 2 représentants et l'Afrique de l'Ouest, elle a 4 représentants. Le Maroc en fait partie depuis... Donc, ça fait maintenant 2 fois. 2 fois qu'il y est. Cette fois, avec... il y a eu quand même une entente extrêmement intéressante avec nos amis libyens, parce qu'il faut dire aussi que beaucoup... donc c'est par région. Oui, c'est par région. Oui, c'est par région, mais l'élection régionale doit être adoptée par le Conseil par la conférence de l'Union africaine. En fait, il y a toujours des marchandages, des allers et retours et des équilibres à maintenir. Mais ce qui s'est passé, parce que quand il y a eu le retour du Maroc, il y a eu un énorme changement, parce qu'il faut dire que ce Conseil, depuis sa mise en place, a été dirigé par un seul État. En l'occurrence, l'Algérie, à travers 3 grands ambassadeurs. L'actuel ministre des Affaires étrangères y a fait ses armes pendant plusieurs années. Le dernier, c'était Ismaël Chergui. Et bien sûr... Donc, c'était beaucoup plus lié à des agendas nationaux. Il y avait toujours cette question du Sahara qui était soulevée par nos amis algériens. Je voudrais vous demander, Khalid Chegraoui, dans le rapport qui a été fait par le nouveau président, Bankole Adeyoye, il n'y a pas eu un seul mot sur la question du Sahara. Est-ce que ça montre que ça a été une instrumentalisation par l'Algérie avant, ou alors ils ont finalement compris la résolution 693 du sommet de Mauritanie, ou alors... Au fait... il y a 2 choses.
depuis sa mise en place, et principalement sous l'égide des 3 ambassadeurs algériens, bien sûr, c'était la question numéro 1. Le reste passait en second plan. Et il y avait d'autres États qui les supportaient, principalement l'Afrique du Sud, quelques États d'Afrique de l'Est et quelques États de l'Afrique australe. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale se trouvaient quand même assez gênés de par la non-présence du Maroc. Une fois le Maroc présent, les choses ont changé. Donc déjà, il y avait cette idée que le Maroc a toujours combattu pour qu'elle soit l'essence même de l'agenda du CPS, c'est de s'éloigner des agendas nationaux, des agendas purement régionaux et des agendas qui peuvent ou qui sont déjà traités dans d'autres organismes à l'international pour traiter les véritables problèmes qui sont liés au continent africain et qui ne sont nullement liés à une personne ou à une région. Prendre de la hauteur, quoi. Donc, voilà, de prendre de la hauteur. Alors, il y a eu de l'équilibre en ce sens-là, et c'est de par ce fait-là qu'on ne voit pas beaucoup la question du Sahel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été soulevée. Elle a été soulevée par nos amis de l'Afrique australe. D'ailleurs, ils vont toujours la soulever. Mais il y a eu beaucoup plus d'équilibre. Il y a eu des voix aussi qui disent, voilà, ça fait plusieurs années qu'on traite. On n'est pas arrivé à une solution. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'il faut que l'institution respecte ses propres décisions, ses propres chartes et ses propres décisions en fait à travers les conseils. D'ailleurs, c'est le même problème. Qu'est-ce qui a fait que l'OUA a échoué et a été changée? C'est qu'elle n'a jamais respecté sa propre charte même, sa propre charte. L'annexion l'introduction de la pseudo-raste, c'est en total, c'est flagrant. 84, c'est ce qui a fait d'ailleurs que le le Maroc avait quatrième quitté. amendement à l'époque de l'OUA stipule que pour être un membre à part entière de l'OUA, il faut être indépendant et souverain. Or, la pseudo-race se dit non souveraine, de par le fait qu'elle se dit occupée. Et celui qui est occupé n'est pas souverain. Parce qu'on peut être indépendant et non souverain. Mais elle remplit toutes les conditions de la non-existence, de ne pas être là. Tout à fait. Et ça a été. Alors, on a changé. Alors, il y a eu 2018. En 2018, les Africains se sont mis d'accord de laisser la question au niveau des Nations Unies. Donc, c'est la fameuse résolution 693. Voilà, c'est un peu le retour des choses à la norme. Et je pense que le Maroc, la diplomatie marocaine a joué un grand rôle dans cet équilibre qui commence à être mis en place au niveau de l'UA et non pas seulement au niveau du CPS. Et donc l'Union africaine qui reprend des couleurs et qui reprend un peu son véritable rôle. Son véritable rôle qui est de gérer un peu les problèmes en étant un peu en surplomb. Alors, Abdelhak Bassou, on va rester toujours au Sahel et c'est le Sahel qui préoccupe tout le monde. Vous savez bien, aussi bien en Afrique qu'en Europe, que même plus loin. On assiste à un rééquilibrage des forces, donc avec un retrait quelque part des Européens, d'une manière générale, des Français d'une manière particulière, l'ancienne puissance colonisatrice. Et en même temps, le fameux en même temps, on voit qu'il y a une arrivée de grandes puissances, d'autres puissances qui étaient jusque-là pas tout à fait. Alors les Chinois étaient là d'une manière plus discrète, c'était l'économie, mais on voit l'arrivée des Russes, d'une certaine manière des Américains. Alors comment, si vous étiez voyant ou clairvoyant, comment vous verriez l'avenir de cette région dans les quelques années qui viennent, puisque ça a changé très rapidement sur l'année qui a précédé? Oui, c'est-à-dire que si vous prenez cette terre africaine, ce continent africain, on a un peu le ring de boxe où tout à fait. sont en train de régler leurs ambitions d'influence des puissances externes, grandes et moins grandes. Maintenant, la dernière en date, c'est l'arrivée des Russes. Les Russes sont un peu les derniers à être arrivés. Est-ce que c'est une nouvelle arrivée des Russes ou est-ce que c'est une capitalisation de la relation URSS? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est l'État héritier. Donc c'est l'État successeur de l'URSS. Il y a eu une dizaine d'années de flottement, mais la Russie du président Poutine est une autre Russie. C'est une Russie, si vous voulez, qui hérite normalement son mythe fondateur. Et il hérite de deux empires, de l'empire russe et de l'empire soviétique. Donc, et la Russie, son retour en Afrique est un peu une manière de montrer que je ne suis pas une puissance régionale comme les Occidentaux ont tendance à le croire. Je suis une puissance globale. Maintenant, la Russie a un problème. Parce qu'il arrive en Afrique avec un petit handicap. C'est qu'il n'a pas les moyens financiers et économiques de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, peut-être même des autres, de l'Inde.
Et il n'agit pas directement. Il agira directement. Hein? Aujourd'hui, quand on pense à Russie armée officielle ou Russie wagnérienne, je crois que ce ne sont que les deux faces d'une même pièce. Il y a beaucoup de difficultés à comprendre que c'est Wagner. La Russie a compté du sommet de Sochi de 2019, où il y a eu la première réunion Russie-Afrique. Il s'est présenté à ce sommet forte d'une seule chose. Cette chose, c'est avoir réussi à maintenir le président syrien, avoir renversé les rapports de force en Syrie. Et donc, tous les pays africains qui ont des problèmes de terrorisme, d'opposition armée, ils regardaient vers la Russie. Il a réussi à maintenir un président en place qui était vraiment en difficulté, et d'un. Et de deux, c'est un peu, si vous voulez, la preuve que la Russie n'abandonne pas ses alliés, comme ça a été le cas de Ben Ali ou de Moubarak avec les Occidentaux. Donc c'est un message qui passait aussi. C'était un message qui passait, et donc à Sochi, on a vu des présidents africains s'approcher du président Poutine. Il y a même ceux qui ont dit que, Monsieur le Président, notre armée te salue et vous demande des conseillers. Donc, clairement. Et c'est le domaine où la Russie fait jeu égal avec les autres puissances. La Russie, ce qu'il peut prendre, déjà, il est le premier fournisseur en armement. 44% de tout l'armement, l'équipement en armement en Afrique, c'est la Russie. Ils viennent bien avant les États-Unis. 44%, la moitié. Oui, la moitié, presque la moitié de ce qui se fournit, elle est déjà. Donc, c'est des contrats qui datent donc, de cette relation avec l'URSS qui ont toujours continué. La Russie a besoin de cette place pour se dire que c'est une puissance. Maintenant, il y a des retombées à tout ça. Ce à quoi, à mon avis, les Africains et les Européens doivent penser. Au Mali, où l'on est en train de développer ce sentiment anti-français et par ricochet anti-européen. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé aux contingents danois et les Norvégiens qui ont annulé leur participation. Ces derniers jours, le ministre des Affaires étrangères malien est allé en Iran. Et on sait que la Russie avait gagné sa bataille en Syrie grâce aux Iraniens. Ce n'est pas grâce à la force russe. Donc on voit les choses qui sont faites au Moyen-Orient sont en train de se refaire. Voilà, il y a un scénario qui est en train de se déplacer et où l'Algérie joue un rôle, vu ses relations avec l'Iran, vu les relations des Russes avec l'Iran. Et l'Algérie, aujourd'hui, est en train de développer une idée que pour, si vous voulez, faire l'équilibre de l'alliance ou des relations, de bonnes relations qu'il y a maintenant entre le Maroc et Israël, c'est des relations algéro-iraniennes. Donc on peut penser qu'il y aurait peut-être des gens des milices iraniennes, du Hezbollah éventuellement, pour venir... Ça c'est déjà fait. C'est déjà le cas. La relation est déjà là. Entre le Hezbollah et les services algériens, elle est déjà là. Les Russes, non, avec les Algériens, je sais, on sait bien, mais au Mali et dans la zone Sahel. Russes et Wagner, quand ils vont libérer des ponts du territoire malien, ils auront besoin de qui occupe le terrain. Tout à fait. L'armée malienne ne peut pas le faire. Qui l'a fait en Syrie? C'est le Hezbollah, c'est Kataib Fadl Abbas, c'est le Fatimiyoun. Et si la Russie veut réussir au Sahel, il fera appel à ces gens. D'accord. Voilà quelque chose dont les Africains doivent être un peu au courant. Voilà des choses que l'Europe doit considérer. Je dirais pas qu'on n'est pas d'accord sur cette question, on va abandonner le Mali. Si le Mali s'est égaré, il faut le faire retourner au droit chemin. Mais cette lutte contre le terrorisme dans la région, que l'Occident a pris en charge, il doit continuer sa mission. La France n'est pas allée au Mali parce que les Maliens lui ont dit « on t'aime ». Il est allé pour une question humanitaire, universelle, mondiale, instaurer la paix. Et donc ce n'est pas parce qu'on lui dit aujourd'hui « je ne t'aime plus » qu'il va dire « je vais partir ». Qu'est-ce qui a amené l'Europe ou la France au Sahel? C'est la paix mondiale. C'est lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. D'accord. Et je crois qu'on n'a pas abandonné ni le Mali, ni le Burkina, ni rien. La région Il y a Sahel. peut-être des problèmes aujourd'hui qui sont en train de se passer.
il y a peut-être un changement de paradigme qui fait qu'il y a une alliance entre les populations et les militaires, parce que les élites politiques n'ont pas réussi à donner ce qu'ils doivent donner, donc, comme on dit en anglais, à délivrer donc, ce qu'il faut délivrer. Il faut regarder ça dans le fond, dans le cadre du couple sécurité-gouvernance. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut remettre ces choses? Mais je crois que l'Afrique, les Européens doivent rester parce que la sécurité des Européens dépend de la stabilité de l'Afrique. Alors, je me déplace pour la question de fond dont parlait le professeur Basso, Khalid Chegraoui. Vous êtes historien, donc forcément anthropologue, peu ou prou. Et la question que je voudrais poser, c'est qu'on a l'impression qu'on est en plein dans une logique de domino. Les uns tombent après les autres dans ces dérives, on va dire, institutionnelles. C'est quoi les raisons profondes qu'il y a? Est-ce que ça a trait aux problèmes de frontières qui ont été mal conçus initialement, problèmes de chevauchement de communautés sur ces frontières-là, d'approvisionnement, ça dépend de quoi? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les raisons profondes qui font que ça ne marche pas? On a parlé de corruption, on a parlé d'un tas de choses, mais enfin, il doit y avoir des raisons profondes quand même. Oui, juste un petit mot, parce qu'on discute beaucoup avec le professeur Basso à propos allez-y. Et des signes faibles, parce que là, on a déjà développé au PCNS énormément de choses concernant cette question. La présence chiite en Afrique, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des communautés qui sont liées à l'Iran. En fait, l'Iran n'est pas seulement... Elle ne va pas venir aujourd'hui. Elle est déjà. Elle a ses réseaux religieux, commerçants, à travers d'autres communautés, d'autres nationalités, pour ne pas les nommer. Même chez certaines communautés nord-africaines, migrantes en Europe. Donc ça existe. Au Mali, aujourd'hui, il y a une petite communauté chiite. En Nigeria, il y a... Donc, on a déjà parlé ici au Maroc des relations Hezbollah-Polisario. Oui. On ne croyait pas en Europe, disant « Ah non, c'est juste pour eux ». Ah non, mais attends, il y a des signes extrêmement intéressants à prospecter et je pense que l'Europe doit ouvrir large ses yeux et de voir les choses dans leur globalité et non pas dans des relations un peu trop horizontales. Les choses changent par ailleurs de manière extrêmement révolutionnaire et ça peut toucher tout le monde. Alors, juste pour revenir à cette question de domino, effectivement, alors là, on a su, il y a eu, tout le monde parle des coups d'État. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas seulement, parce qu'un coup d'État, c'est militaire généralement. Maintenant, on a des coups d'État presque constitutionnels, civils. Les troisièmes mandats, c'est presque des coups d'État sur les constitutions. En fait, ce sont des coups d'État constitutionnels. Il y a un autre problème aujourd'hui en Afrique. Mais il y en a à qui on accepte le troisième mandat et d'autres à qui on les dénie. Oui, alors là, il y a un problème un peu à l'international. Et là, il y a un message qu'il va falloir faire véhiculer vers nos amis européens. Les 2 poids 2 mesures ne sont plus acceptés par les sociétés africaines. Ce type de relation incestueuse avec tel ou tel régime ne peut plus être accepté par la société. Il faut développer de nouveaux modèles de communication et de rapport. Oui, on a le droit de défendre ses intérêts. Personne n'est dupe. Personne n'aime l'Afrique pour ses beaux yeux. Tout le monde sait pourquoi on vient chez nous, pourquoi on investit chez nous. Et nous aussi, quand on signe des contrats avec les autres, on sait pourquoi. Mais quand même, gardons pied sur terre. Et gardons aussi l'œil sur que la société, elle a changé. On n'est plus sur des sociétés un peu... Et là, je fais appel à l'anthropologue, aux historiens. On n'est plus dans cette mouvance d'après les indépendances qui croit en l'idéal panafricain, en des idéaux du socialisme de l'époque, du communisme de l'époque, tout le monde associé, la bonne voie, la voie... Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, on avance. Alors, aujourd'hui, on a une jeunesse qui demande... son droit au travail, son droit à l'instruction, son droit au travail et son droit à la richesse. À la prospérité. Et à la prospérité partagée. On a une jeunesse qui demande son droit à la différence, des communautés qui demandent leur droit à la différence. Dans l'unité, parfois dans le séparatisme, mais ils demandent leur droit. Alors, comment gérer ces droits à la différence dans l'unité? Et c'est ça le grand problème. On a aussi une autre question, quelque chose de nouveau. Je me rappelle d'une caricature dans un grand quotidien européen, à l'époque de la chute des 3 régimes, libyens et syriens et autres, comme quoi le régime principalement le régime de Moubarak, en fait, c'est une anecdote, c'est une blague, quand même, qui est très significative, que Moubarak a demandé à ses prédécesseurs, en au-delà, comment vous êtes tombé? Alors chacun a dit, voilà, un coup d'État, empoisonné. Il dit, et vous, comment vous êtes tombé? Il dit, Facebook.
les réseaux sociaux. Le monde est devenu connecté. On ne peut plus bluffer, on ne peut plus mentir, on ne peut plus cacher la vérité. Il faut que les instances politiques prennent conscience de cela. Et puis, il y a un autre problème que Sébastien l'a dit tout à l'heure. Les jeunes d'aujourd'hui ont perdu confiance dans cette élite politique. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, une société qui sort dans la rue, qui supporte des militaires, on ne pouvait pas le voir dans les années 60. Impossible. Mais là, ils disent, mais attends, on a essayé, on a tenté la démocratie, on a tenté les élections, on est dans des régimes de mauvaise gouvernance. Parce que aussi, cette démocratie nous a été imposée par des paradigmes importés, principalement à partir du congrès de La Bolle, avec les soi-disant conférences nationales, jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est dans des mythes. Depuis notre indépendance en Afrique, on vit dans des mythes fondateurs qu'il va falloir faire bouger un jour et être à l'écoute de cette jeunesse. Une forme de déni de relativisme culturel, parce que quand on voit des masses de population qui sont en train de soutenir leurs militaires, c'est quelque chose. Alors justement, Abdelhak Basso, je voulais vous faire réagir sur la nouvelle présidence de l'Union africaine, qui est assurée par le président sénégalais Macky Sall, qui lui est de la nouvelle génération, mais qui est frontalier et limitrophe de deux pays au moins, deux pays qui ont été suspendus au niveau du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'il pourra faire et comment il pourra réagir? Mais vous allez me répondre, si vous voulez bien, juste après la pause, parce que le temps file et nous sommes déjà à la moitié de l'émission. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Allez, on y va pour la deuxième partie de l'émission Le Débrief. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue d'abord. Et nous parlons du sommet de l'Union africaine et du sommet aussi conjoint Union africaine-Union européenne qui se sont déroulés donc cette semaine et la semaine d'avant. Nous en discutons avec les professeurs Abdelhak Basso et Khalid Chegraoui, tous deux du Policy Center for the New South. Et juste avant la pause, Abdelhak Basso, je vous posais la question sur la présidence Macky Sall. Alors Macky Sall, c'est la nouvelle génération dont on parlait au cours de la première émission. C'est aussi un grand ami du Maroc, mais il est aussi président d'un pays qui est frontalier avec deux pays suspendus de la zone Sahel pour cause de coup d'État. Qu'est-ce qui risque de se passer? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette présidence cette année-là? Est-ce que c'est un hasard du calendrier institutionnel ou alors le président Macky Sall est certes de la jeune génération, mais il appartient à un pays avec une tradition de démocratie et surtout de stabilité. Le Sénégal, d'ailleurs, à l'instar du Maroc, sont un exemple de stabilité. Et donc, même en étant de la génération, il tire sa philosophie, il tire sa sagesse de l'histoire de son pays, une histoire de stabilité, une histoire de démocratie, une histoire. On voit ce qui se passe au Sénégal. Bien sûr, le Sénégal, comme tous les pays du monde, il y a un peu d'ébullition, il y a des luttes de génération et tout, mais il y a une tradition de stabilité. Et ils gèrent très bien les transitions. Ils ont toujours géré bien Ils ont bien géré leur transition. Je pense même, cette présidence sénégalaise, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire une sorte de commission, de comité pour sortir un document, un mémorandum de Dakar ou de Marrakech et sur les deux expériences du Maroc. Pourquoi le Sénégal et le Maroc sont-ils stables? Voilà un exemple. On va chercher pourquoi ils sont stables. Peut-être que Macky Sall pourrait organiser ça. Dans les pays africains où il y a de la stabilité, quelles sont les raisons de cette stabilité? Comment on a pu stabiliser? Et ça serait peut-être un exemple à diffuser, sur lequel on peut travailler, ça serait un projet. On a désigné en Afrique les champions de la lutte antiterroriste, le champion de la migration, dont Sa Majesté a été désigné champion par ses pairs. Mais il faudrait peut-être un champion, ou là 2 champions, 3 champions, une commission de champions de la stabilité. Voilà une idée nouvelle pour l'Afrique. Ouais. Travailler sur... Je vous fais réagir là-dessus, Khalid Chegraoui, parce qu'effectivement, c'est une idée nouvelle. En tant qu'il termine, vous réagissez là-dessus. Trouver de la stabilité. Et donc, avec cette... Il y a autre chose qu'on attend aussi de... Enfin, si Khalid veut réagir sur la stabilité, je continuerai par la suite. Non, je continue. Donc, déjà, est-ce que le président Macky Sall ne peut pas amener les égarés au droit chemin? Dire à certaines personnes que... Instaurer cette idée que l'Afrique... Il y avait l'OUA. L'OUA était là pour assurer, si vous voulez, la décolonisation. Continuer à libérer les pays africains. L'OUA est venu pour dire...
L'Union africaine est venue pour dire l'OUA, c'est terminé. Les Africains sont libres aujourd'hui, ils sont décolonisés. Donc c'est un autre travail. Terminer le temps des idéologies. Parce que vous avez des régimes aujourd'hui en Afrique qui vivent encore du temps de la guerre froide. Tout à l'heure, Khalid Chgraoui parlait du Sahara marocain. Le Sahara marocain, c'est un problème créé dans la guerre froide, pour cause de guerre froide. Et il y avait l'Algérie et la Libye qui étaient des satellites de l'URSS, donc qui travaillaient un peu dans ce... Et aujourd'hui, l'Algérie ne veut pas être convaincue que la guerre froide est finie. Nous ne sommes plus dans le temps des idéologies. Nous sommes dans le temps du développement, de la prospérité. On n'est plus Et peut-être que le Sénégal pourrait faire comprendre à ses pairs africains que cette ère de la guerre des idéologies, elle est terminée en 90. C'est fini. Aujourd'hui, c'est une lutte. L'Afrique est décolonisée. Il n'y a plus de colonies en Afrique. Et qu'il faut travailler pour l'avenir des Africains. Qu'il faut travailler pour la prospérité des Africains. D'ailleurs, c'est ce qui occupe un peu les Africains. Ils sont occupés, je crois, à des non-sujets, à des non-thématiques. Certaines choses. Parler en Afrique de la question... Le Sahara est sur les Nations Unies. Donc, pourquoi on parler d'autres choses? D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, la lettre de Sa Majesté... le discours qui a été lu par Nasser Bourita au sommet de l'Union européenne. Il va sur des sujets qui sont des sujets pratiques, formation professionnelle, éducation, culture, sur des choses qui nous unissent. Pourquoi est-ce qu'un pays ou un groupement de pays va s'allier avec les autres? Il n'y a que deux raisons pour lesquelles les pays ou les communautés s'allient. C'est pour la sauvegarde d'un intérêt, la sauvegarde de l'acquisition d'un intérêt que ces pays ne peuvent pas avoir tout seuls, donc il faut s'allier, ou pour repousser une menace. Et aujourd'hui, Européens et Africains ont les deux choses. Ils ont des intérêts communs qu'il faudrait sauvegarder et qu'ils ne peuvent pas sauvegarder chacun tout seul, comme le dit d'ailleurs Sa Majesté. Tout à fait, on va lire son discours tout à l'heure. Et ils font face à des menaces qu'ils ne peuvent pas repousser tout seuls, que personne ne peut repousser tout seul. Donc, ce que vous dites est très intéressant parce qu'effectivement, quand on voit le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramdan Lamamra, je le suis personnellement dans ce qu'il dit, je le vois, et c'est toujours le même discours, le néocolonialisme, il faut libérer l'Afrique du néocolonialisme. Et je n'ai pas toujours l'impression que ça parle véritablement à ses interlocuteurs. Et quand je vois d'autres chefs de la diplomatie, d'autres chefs d'État, que ce soit Macky Sall, que ce soit chez nous, Sa Majesté, les ministres des Affaires étrangères, on parle de choses beaucoup plus concrètes, la coopération sud-sud, le développement numérique, la transition énergétique. Mais le monde, il y a certains régimes qui n'ont pas encore changé. Ceux qui se disaient révolutionnaires, socialistes, communistes, après 90, ils n'ont pas trouvé de discours. Ils continuent dans un discours caduc. Ils tournent en rond, quoi. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Alors, juste parce que je voulais réagir à quelque chose qu'avait dit Sébastien. Le champion de la stabilité, oui, juste une phrase. Aujourd'hui, en Afrique, on est les champions d'une catastrophe de comportement et d'un paradigme impensable. C'est le fait qu'à cause d'un nombre de mauvais élèves, on blâme les bons élèves. Au lieu de voir ceux qui peuvent, qui ont et qui font tout pour réussir, on est toujours tiré à l'arrière et au fond par ces mauvais élèves qui ne font rien pour c'est le dicton en arabe, je veux dire, comme le huta al-shwari. C'est un peu ça. Et le grand problème, c'est qu'on a des régimes, des États qui n'ont pas eu l'intelligence de travailler leur transition, de changer avec le temps, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Je n'aimerais pas être méchant, mais Benjamin Stora, c'est un grand historien, d'origine algérienne d'ailleurs, de Constantine. Qui a dernièrement fait le rapport sur l'Algérie, etc. Qui connaît très très bien le Maroc et l'Algérie. Il disait, le grand problème du Maroc, c'est le trop-plein de l'histoire. Je lui ai répondu un jour, je lui ai dit, mais attends, est-ce que ce n'est pas pour cacher le trop vide, quelque part? Et ça, c'est un grand problème. Non, je ne veux pas être méchant, mais quand même, ce sont des réalités, parce que une grande histoire, le Sénégal a une grande histoire. Et on voit cette grande histoire, comment il gère les choses. Il y a des pays, l'Éthiopie, malgré tous les problèmes, le Mali, malgré tous ces problèmes, la Tunisie. Mais quand on fait appel à son histoire, à ses racines anthropologiques, et tout, on peut aller vers des transitions.
même s'il y a des problèmes, même s'il y a même quand on tombe, on se lève et on repart. Et à mon avis, il va falloir revoir un peu un certain nombre de fondements de nos États et les voir autrement. Oublier un peu cette existence coloniale et faire en sorte, voilà, on oublie, ça existe maintenant. Donc comment développer et comment regarder l'avenir sans rester ancré dans et c'est des laisses, c'est des lourdeurs. Quand même. Rapidement, un commentaire sur la proposition d'Abdelhak Basso sur le champion de la stabilité. Bon, c'est vrai qu'il y a le champion de la migration, il y a plusieurs champions, mais est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui serait bien sans donner de leçons à personne? Avant l'entendeur, salut. Que le Sénégal le fasse, ça serait un honneur pour nous. Moi, je me sens à moitié sénégalais, comme beaucoup de mes amis sénégalais se sentent à moitié marocains. Et je pense que c'est un exemple même de ces deux pays. Alors, ils ne sont pas voisins, mais ça ne les a jamais empêchés d'être frères. Et de vrais frères. Et ça remonte à il y a très longtemps. Dernière question sur ce thème du sommet de l'Union africaine, Khalid Chagraoui, je reste avec vous. Ces organisations régionales dont on a souvent parlé, elles servent à quoi, finalement? C'est ça la grande question. À l'époque, on pensait que ça allait être des petites... En fait, parce qu'on a essayé de faire cette Union africaine, on n'a pas réussi à la mettre en place d'un coup. C'est le rêve de Casablanca 1961 avec feu Mohamed V. Alors, on a dit, voilà, allons pas à pas, petit à petit. Au lieu d'être maximaliste, on va être minimaliste, comme disait Cheikh Tidiane Gadio, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Sénégal, toujours pour faire référence à nos amis sénégalais. Et on a essayé de créer ces petites entités régionales pour commencer par l'économique, essayant de copier un peu sur ce que faisaient nos amis européens et aller par la suite vers quelque chose de plus concret. Le fait, c'est qu'on n'a pas réussi parce qu'on a amené avec nous les mêmes ingrédients qui ont fait chuter l'Union africaine. Au fait, c'est les problèmes régionaux, c'est les rapports d'incompatibilité entre les pays et c'est le fait que chacun voit ses propres intérêts nationaux sans voir les intérêts communautaires. Et on a des organismes, une organisation, alors ne parlons pas de la nôtre en Afrique du Nord. On sait tous pourquoi elle est moribonde. Mais juste la CEDEAO, qui était un exemple quand même. Avec tous ces problèmes. Je pensais à la CEDEAO. Et aujourd'hui, on voit très très bien que c'est une organisation qui n'arrive plus à pouvoir gérer et contrôler ces problèmes. Alors, il y a matière à réflexion. Il va falloir revenir quand même à la table. Le pourquoi de ces organisations, est-ce que c'est pour des intérêts économiques? Alors, allons vers l'économique à 100%, parce qu'on n'est jamais allé vers l'économique à 100%. Oui. Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Mettons les choses à table et discutons les choses clairement. On n'a jamais fait. Est-ce que c'est pour la liberté de circulation des gens? On n'est jamais allé vers ça. Essayons tout simplement de mettre en place et de réaliser les rêves et les chartes. Alors, le grand problème aujourd'hui aussi, c'est que on a une UA, une unité africaine, et comme certains disaient, méchamment d'ailleurs, que c'est un syndicat de chefs d'État. En fait, les organismes régionaux sont aussi devenus des syndicats d'intérêt, et parfois... Et quand il y a par exemple aujourd'hui, parce que l'Algérie mine l'UMA à cause de la question du Sahara, l'UMA ne marche pas. Ça nous fait perdre 2 points de croissance annuels à tous. Tout à fait. Alors, je vais être un petit peu provocateur, vous allez me comprendre. Et on va faire comme ça une transition vers le deuxième axe, qui est celui du sommet Union européenne-Union africaine. J'ai l'impression finalement que cette question d'organisation régionale en Afrique a peut-être fait quelque part des émules, parce que l'Union européenne, quand elle a été créée, donc avec les nouveaux traités, et depuis, ça a toujours été une Union européenne qui voulait gérer les problèmes européens. Et puis, depuis quelques années, on voit qu'il y a des organisations régionales qui naissent ici et là. Donc, il y a le groupe de Visegrad, et puis il y a l'initiative des Trois Mers, et puis il y a le groupe des Frugaux. C'est pas très formel, mais c'est quand même des gens qui se réunissent. Donc, quelque part, ça aurait pu marcher puisqu'on a fait des émules. Je parle sous votre contrôle. Et on passe donc à ce sommet. Je vais rester avec vous, mais rapidement, comme ça on donne la parole à Abdelhak Basso. Depuis le dernier sommet de 2017, entre Union africaine et Union européenne, il y a eu des changements. Après les résolutions qui avaient été prises. Pas tellement. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'Europe, plus elle s'agrandit, plus ses problèmes deviennent plus complexes. Que ce soit sur le plan culturel. Et je parle seulement sur le plan de la culture politique des pays. Avant, on était dans le Benelux. Voilà, ça c'est quelque chose, voilà, c'est de la maison. C'est de la maison, voilà, c'est des 5. Plus on s'agrandit, plus il y a des problèmes.
Et l'Europe n'a plus les moyens ni de sa politique étrangère, ni de sa politique économique. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une terrible contestation à l'intérieur de l'Union européenne vis-à-vis de cette organisation. Quand des gens dans un pays X ou Y parlent de Bruxelles comme une entité à part, qui ne le représente plus. Et on a cette nouvelle mouvance des populismes, des extrêmes droites et même de l'extrême gauche qui refusent totalement. Alors, aujourd'hui, si on remet les référendums en place, il n'y aura pas un seul Brexit. Et c'est sûr et certain que ça va être la fin. Et puis, l'idée de la liaison, la relation avec l'OTAN ne marche pas toujours. Et on voit très très bien aujourd'hui comment les Européens, et c'est rare qu'on les voit parler d'une seule voix. Et principalement sur le plan politique. Et aujourd'hui, la crise ukrainienne c'est un exemple extrêmement intéressant. Alors, pour les questions aussi pour le rapport avec l'Afrique, là, leur grand problème, c'est que l'Europe n'arrive plus à rivaliser avec la Chine, n'arrive plus à rivaliser avec ses retours. Par exemple, le retour de la Russie, on en parlait en 2014. Ouais. En 2014, on en parlait ici. Et on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème de pensée politique? Est-ce que c'est juste un problème de paradigme? Donc, ou un problème de contradiction, d'intérêt? C'est ça, finalement, plus on est nombreux et plus on crie et pas on rit de moins en moins. Alors, je voudrais vous faire réagir aussi sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le sommet de 2017, avant de passer à la réunion en elle-même et au discours de Sa Majesté lu par le ministre des Affaires étrangères. J'aurais tendance à être d'accord avec ce que le professeur Chegraoui a dit. C'est pas de changement. D'ailleurs, pas de changement depuis le premier sommet. Pas de changement, 2000. Changement pire. Depuis 2000. D'abord, c'est une question de perception. On se rencontre, sachant bien que pour ceux du Sud, ceux du Nord sont les anciens colons qui continuent à exploiter le continent africain. Il y a ça derrière la tête. De l'autre côté, on pense que celui-là, c'est le terrorisme, c'est le migrant. Donc il faut déjà qu'il y ait ce changement de perception des uns et des autres. Tant que ça n'a pas changé, il n'y aurait pas de changement. Les autres choses, c'est des formalités. Donc c'est des choses qui sont là un peu pour être dans. Deuxième point, depuis les 2 dernières décennies, à la fin de la guerre froide, qu'est-ce que l'Europe avait cru? L'Europe avait cru que les questions de sécurité s'étaient terminées. On a commencé à réduire les budgets de défense en Europe. Ce n'est que par la suite qu'on s'est rendu compte que les questions de sécurité ne sont pas terminées. Ils viennent de commencer. Et qu'on a commencé à le voir. Donc, cette Europe, déjà, est fragile au niveau sécurité à cause de ces baisses des budgets de défense et à cause de cette question de on ne peut pas faire une défense à 27. Jusqu'à présent, l'Europe de la défense n'existe pas. En même temps, l'Afrique connaît des problèmes de sécurité. Or, l'Afrique n'a pas cette autonomie stratégique pour faire sa sécurité toute seule. Et ça ne guérit pas l'Europe. Or, cette Europe elle-même n'est pas une grande puissance en matière de défense. Et ça grippe aux donc, comme on dit en arabe, donc c'est un peu cette chose. C'est quelqu'un un naufragé qui s'accroche à un autre naufragé. Un autre naufragé. C'est-à-dire que cette Afrique qui va apporter peut-être des solutions aux problèmes essentiels d'Afrique, qui sont sécuritaires, elle-même n'inspire pas beaucoup confiance sur la question de sécurité. Aujourd'hui même, on peut dire tout ce qu'on peut dire en Europe, ils vivent sous le parapluie de défense de l'OTAN. Tout à fait. Donc je reste sur votre dicton en arabe et je voudrais en arriver au discours donc, du roi Mohamed VI qui a été lu par le chef de la diplomatie, par Nasser Bourita. Je vous lis 2 passages. Voilà un discours, vous en parlez tout à l'heure, Abdelhak Bassou, en disant les discussions, on doit faire des discussions techniques, un raisonnement, pas technocratique, mais un raisonnement éminemment politique avec la politique d'aujourd'hui. Alors c'est tout naturellement, je cite, c'est tout naturellement en s'inscrivant dans le sens de l'histoire et de l'exigence d'un destin partagé que le Maroc s'adresse simultanément à l'Afrique à laquelle il appartient et à l'Europe, partenaire voisine et immédiate. L'éducation, la culture, la formation professionnelle, la mobilité et la migration. Telles sont les priorités de notre action au Maroc, en Afrique et dans le cadre de notre partenariat avec l'Union européenne.
garantir l'éducation, accélérer la formation et l'employabilité de notre jeunesse, promouvoir la culture, ordonner la migration et la mobilité constituent l'enjeu du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est avec ces objectifs porteurs d'avenir que notre approche du partenariat doit se mettre en phase. Ni l'Afrique ni l'Europe ne peuvent les atteindre en agissant de manière isolée. Notre responsabilité est commune, notre intérêt ne l'est pas moins. Fin de citation, je vous laisse réagir, Abdelhak Bessou. J'ai fini Déjà, sur cette citation de l'intérêt parce que vous parliez autour de la table de l'intérêt. Vous avez parlé de questions techniques, c'est-à-dire la rationalité, la raison implique la priorisation. Et Sa Majesté a parlé de priorité. Si on veut venir au sommet Europe-Afrique pour tout faire, on ne fera rien. Donc, qu'est-ce qui nous occupe? On parlait tout à l'heure d'intérêt commun. Là où nous avons les questions de mobilité, de migration, c'est un problème. C'est un problème qui affecte les perceptions. Réglons ça. Problème de formation professionnelle. Nous avons des jeunes qui veulent migrer, qui veulent rester. La formation professionnelle, s'ils sont formés, ils sont bien pour leur pays, ils sont bien s'ils migrent en Europe. Mais ils sont fixés dans leur pays aussi. Quand le principal, on parle de cette formation professionnelle, c'est-à-dire c'est dans cet espace afro-européen, ils vont servir à quelque chose. Et donc, Sa Majesté voit le changement qui est en train de s'opérer. L'Africain d'aujourd'hui n'a pas besoin de slogan. Il a besoin d'être formé, de trouver un emploi. Et donc, je crois que cette rationalité et cette raison impliquent cette priorisation des choses. Pour être efficace, traitons de 3 dossiers, pas de 7. Et on verra les autres par la suite. Mais il y a des priorités. Je crois que c'est déjà la première des choses. Donc, c'est cette sagesse de prioriser. De parler des choses qui sont là. Et là, on parle aussi de responsabilité commune et d'intérêt commun qui nous lie, ce qui nous lie. Et donc, il y a cette Méditerranée, peut-être, qui lie les 2 continents, savoir comment faire autour de ces choses-là et autour des axes, surtout des axes prioritaires pour oublier les slogans qui sont vides, qui n'ont pas de... En fait, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est l'éducation, la formation, l'employabilité, la culture et la migration, mobilité. Donc effectivement, c'est la priorité, c'est effectivement, et c'est ce que dit le roi, c'est avec ces objectifs porteurs d'avenir que notre approche du partenariat doit se mettre en face. Ce qui veut dire, en termes clairs, on sort un peu de la question sécuritaire et de la question migratoire, et uniquement sécuritaire et uniquement migratoire, et Sa Majesté termine par, ce n'est pas un slogan, mais c'est une phrase forte. Notre responsabilité est commune, notre intérêt ne l'est pas moins. Vous savez, moi, c'est clair. C'est clair et net, et encore mieux, par des formations professionnelles. Je reviens à au premier paragraphe, où Sa Majesté parle de 2 ancrages, de 2 principes, l'histoire et le destin. Vous allez remarquer qu'il y a un mot qui ne va pas apparaître dans ce discours. Il y a 2 principes, l'histoire et le destin partagé. Il y a 2 ancrages. Pour le Maroc, un ancrage géographique, historique, tout ce que vous voulez, c'est l'ancrage africain. Et un ancrage de partenariat et de voisinage, c'est l'Europe. D'ailleurs, tous les pays africains ont cet ancrage. On est africain et on est lié à cette Europe par l'histoire, par le voisinage, Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Parce qu'on ne peut pas changer la géographie, on ne peut pas changer le destin, on ne peut pas changer toutes ces relations. Seconde chose très importante, et là je suis totalement d'accord avec le professeur Bessou, il y a un plan de marche, une feuille de route d'ailleurs, et une priorisation. Éducation. Alors on commence par la chose la plus oubliée dans les politiques publiques, presque dans le monde et sûrement en Afrique. Deuxième chose, la culture. Les plus petits budgets sont destinés à la culture. La formation professionnelle, parce que ce sont dans des considérations les gens qui ont raté l'école, qui vont faire ça. Le problème, c'est que pour avoir une industrie, pour développer son économie, on a besoin d'une formation professionnelle. C'est l'essence même du développement. L'Allemagne s'est développée avec la formation professionnelle, le Japon aussi. Troisième chose, la mobilité, parce qu'il n'a pas parlé de la migration, parce que tout le monde parle de la migration, mais on ne lit pas à la mobilité. Or, les Européens acceptent la mobilité, parce qu'elle est toujours de leur intérêt, mais on refuse la migration. Or, ce sont 2 choses liées. Tu acceptes la migration, tu acceptes la mobilité, tu acceptes la migration. C'est la fameuse et funeste notion d'immigration choisie. Alors, le mot qui manque, ou bien qui n'apparaît pas ici, et que beaucoup de nos amis africains mettent en avant, la demande d'aide, l'économie et l'argent.
On ne vous demande rien. On ne vous demande pas d'argent. On ne vous demande pas de nous aider. On a fini avec cette question. Ce paradigme, c'est terminé. On peut collaborer, oui. Globalement, oui. Et là, on revient à l'autre paragraphe. Parce que le destin est global. Et les intérêts sont globaux. Mais là, voilà où on doit travailler aujourd'hui. Parce que ces problèmes-là, on ne peut pas les résoudre seulement par une approche sécuritaire. On ne peut pas les approcher seulement par une approche et des stratégies économiques, de développement et d'investissement, parce qu'en tous les cas, vous avez échoué, vous n'avez jamais. La structure d'aide, demande d'aide et l'aide au développement a échoué entre l'Europe et l'Afrique. Là, il y a d'autres modèles. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner avec la Chine ou autre. On ne va pas les juger maintenant, ce n'est pas dans l'évaluation. Mais on sait ce qu'on a fait avec vous, on sait ce que vous nous avez fait, on sait ce qu'on a fait de ce que vous nous avez donné. Donc, on n'en parle plus. Mais reprenons les choses depuis d'autres paradigmes. Éducation, culture, formation professionnelle, mobilité et migration. Alors, si nos amis européens... Parce que là, on ne vous demande pas d'argent. Moi, j'ai beaucoup aimé cette question-là. Je ne vous demande pas d'argent ni d'aide. Mais travaillons ça. Alors, ne me dites pas qu'on ne peut pas travailler dans ces domaines-là. Vous êtes les champions de la préservation de la culture. Alors, travaillons ensemble. Alors, je le fais réagir. L'éducation aussi et autres. Bon. Vous avez 30 secondes, parce que c'est la fin de l'émission, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur ce discours qui a été... Vous avez fait une lecture qui est très intéressante. Est-ce que vous pensez que ce message dont parlait Khalid Chagraoui est passé en Europe, professeur Bassou, tel qu'il a été formulé? C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'argent, finalement. Oui, finalement, on ne demande pas d'argent. C'est-à-dire que quand vous... Par exemple, cette idée des Européens, l'Afrique, on va leur donner de l'argent pour qu'ils appliquent la politique européenne de voisinage. C'est terminé. Et quand on va chez ça, on demande de l'argent. Voilà. C'est terminé. L'ancien paradigme. Oui. Quand allons travailler sur la culture, travaillons sur ce qui nous rapproche. Nous ne vous demandons pas, c'est-à-dire, nous ne sommes pas une société de sécurité que vous payez pour assurer votre sécurité au Sud. Nous sommes des pays, nous avons des visions sociales, politiques. Et quand vous nous regardez un partenaire politique et non pas un partenaire qui est là que vous payez pour faire des choses. Finalement, tout ce qui se dit en Afrique, de plus en plus, il ne faut pas réduire l'Afrique à des questions sécuritaires et à des questions migratoires. Oui. Voilà un texte qui a montré à quoi il ne faut pas la réduire, mais comment il faut la regarder, à travers quel prisme il faut la regarder. Merci, professeur, au pluriel, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour vos éclairages. Merci à vous tous, à vous toutes de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.